Le Maroc décroche le maillot jaune de la 30e édition du Tour du Faso qui s'est achevé ce 5 novembre. Le bouquet final de cette compétition internationale de cyclisme s'est disputé ce matin sur le boulevard de l'Indépendance à Ouagadougou. Une dernière étape remportée par l'Allemand Benjamin Stoder. Le Burkina Faso avec Mathias Sorgo ferme la marche du podium. Images et commentaires dès le début de ce journal. Et dans ce journal, nous nous intéressons à la récolte qui est d'actualité chez les producteurs agricoles burkinabés. Moment d'intense activité, la période de la moisson demande l'implication de familles entières. Une journée de récolte dans le centre-nord, c'est un dossier à suivre dans cette édition. Et puis, dans ce journal, nous irons à Mansilla, une commune rurale frontalière du Niger qui lutte tant bien que mal pour relever les défis de son développement. La commune manque d'infrastructures routières, ce qui complique les conditions de vie et de travail dans cette partie du Burkina Faso. Une de nos équipes a fait le constat et a recueilli les témoignages des habitants de cette localité. Et puis à l'étranger, le président de la Zambie met en garde les magistrats de son pays contre toute initiative visant à l'empêcher de briguer un nouveau mandat en 2021. Edgar Lungu affiche ainsi son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle en Zambie. Le sujet est controversé puisque la loi fondamentale limite à 2 le nombre de mandats présidentiels en Zambie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, le Marocain Salahidine Mrouani qui est le grand vainqueur de la 30e édition du Tour du Faso. Avant ce classement général, c'est l'Allemand Benjamin Stoder qui dame le pion en concurrence en remportant la dernière étape du Tour du Faso. Cette étape a disputé ce matin sur le boulevard de l'Indépendance à Ouagadougou. Et le président du Faso était présent pour le bouquet final du Tour du Faso 2017. On fait le résumé avec Jean-Modeste Ouedraogo. Corsi Moro Ouagadougou ou la bataille finale, c'est le titre de cette dernière étape de feu qui met aux prises deux gentlemen, deux équipes, deux pays, le Maroc et l'Érythrée. Simon Mussi est à 18 secondes du maillot jaune et veut frapper un coup. Les tractations entre les leaders sont en cours pour trouver le meilleur scénario. 8 hommes sont en tête et creusent un écart de plus d'une minute. Le tronçon, parsemé de ralentisseurs sauvages, perturbe les coureurs dans leur volonté d'aller plus vite. L'échappée de 8 passe à 6 coureurs et dispute le premier point chaud à Zignaré. Tom Janssen, Abdoulaye Rwamba et Eric Perrodo sont respectivement premiers, deuxième et troisième. L'Érythrée est en alerte maximale. Le maillot jaune semble s'éloigner d'Asmara mais prend plutôt la direction de Casablanca. À 500 mètres de l'arrivée, Salfo Bikenga attaque. Salahidine Mrouani contre-attaque. Aziz Nikiema réagit. Mais l'homme le plus rapide du Tour du Faso 2017 surgit et passe en tête. Benjamin Stoder, la fusée allemande, traverse la ligne d'arrivée en 2h38 minutes 47 secondes, soit plus de 41 km/h. Benjamin Stoder signe une 5e victoire d'étape au Tour du Faso 2017 et remporte le maillot vert du classement général au point. L'homme le plus heureux se nomme Salahidine Mrouani, maillot jaune 2017 et maillot rose des points chauds. Voilà, et puis sachez que tout de suite, vous pourrez suivre en direct sur la RTB le magazine du Tour Vélozine, suivi de la cérémonie officielle de remise des prix aux lauréats du Tour du Faso 2017. Et c'est à suivre à partir de 21h. De la politique, pour poursuivre ce journal, le mouvement du peuple pour le progrès de la région de l'Est a effectué sa rentrée politique ce week-end. Le principal défi pour les militants du MPP de cette région est de mobiliser l'opinion autour des idéaux du parti au pouvoir. À cette rentrée politique, d'autres sujets d'actualité ont également été évoqués. Des précisions avec Seydou Nikiema, Ibrahim Sanou et Mahamadi Ouedraogo. Le bureau politique du mouvement du peuple pour le progrès, section de l'Est, mobilise ses militants de base à Fadangourma. Cette rencontre entre dans le cadre de la rentrée politique du parti au pouvoir. Ils s'entretiennent sur les défis de la sécurité, de la restauration de l'autorité de l'État et de la forte demande sociale. Nous allons faire un diagnostic sans complaisance de ce que nous avons pu faire, aussi bien au niveau du parti qu'au niveau du gouvernement, puisque nous sommes un parti de gouvernement, et voir dans quelle mesure nous allons nous-mêmes nous organiser, quelles doivent être nos responsabilités en tant que parti au pouvoir pour faire face aux différents problématiques qui sont posées. Les militants du MPP vont aussi jeter un regard
sur les problèmes majeurs de la région de l'Est et y apporter des solutions. Il y a déjà des solutions dans plusieurs domaines, tels que la santé, tels que l'éducation. Le président a bien promis que c'est École Payotte 0 à la fin de ce mandat. Les CSPS, où on a dit qu'il faut une distance de 7 km, c'est en train de se réaliser. Actualité oblige, la démission du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, est également évoquée. Une course cycliste et une visite de courtoisie au roi du Goulmou sont entre autres activités qui couronnent cette rentrée politique du MPP à l'est du Burkina. Du côté du parti NTD, le nouveau temps pour la démocratie, l'on est préoccupé par la réussite du plan national de développement économique et social. Le parti de Vincent Dabilgou invite les populations burkinabées à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS. Cet appel a été lancé à Dandé et à Faramana à l'occasion de la rentrée politique du NTD. Le reportage de Mané Kayen et Moussa Sano. Le bureau exécutif national du NTD, le nouveau temps pour la démocratie, à la rencontre des populations des communes rurales de Faramana et de Dandé dans le Houé. C'est une sortie qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée politique 2017-2018 du parti. Une rentrée placée sous le thème de la contribution du NTD à l'appropriation du PNDS, le plan national de développement économique et social dans les communes du Burkina. Le PNDS est un véritable outil de développement. Le PNDS c'est un outil qui a été applaudi par non seulement les Burkinabés, mais aussi par l'ensemble de nos partenaires. Et nous voulons montrer aux populations rurales que c'est à travers ce PNDS qu'on n'aura plus faim au Burkina Faso. C'est à travers ce PNDS que nous allons pouvoir éduquer l'ensemble des enfants et pouvoir mettre fin au chômage et faire en sorte que l'emploi des jeunes soit une réalité de notre pays. C'est à travers ce PNDS que nous allons créer des villes viables. Outre ces messages, cette sortie est une occasion pour le bureau exécutif national du NTD d'installer officiellement ses structures à Dandé mais aussi à Faramana. Je veux le développement du village et surtout je veux qu'il y ait l'entente dans les villages. Et il n'y a pas à dire que je suis de ce côté, je suis de ce côté. Pour moi, tout le monde est pareil. Je veux qu'on travaille ensemble. Comme le plan de Rock pour 5 ans, nous aussi, on va mobiliser nos militants à suivre les pas de Rock, M. Roch Kaboré, le président de Burkina Faso. Aux populations de Dandé et de Faramana, le NTD attend désormais une forte adhésion au mot d'ordre du gouvernement, le seul acteur avec qui elles peuvent compter selon lui pour le développement de leur commune et du Burkina. Autre point de l'actualité, c'est la période des récoltes de la campagne agricole humide au Burkina Faso. Les producteurs sont à pied d'œuvre pour la moisson. De la coupe des tiges au stockage dans les greniers en passant par le ramassage, les récoltes constituent un moment d'intense activité. Pour cela, elles nécessitent la mobilisation de tous les membres des familles des producteurs. On fait le constat dans la région du Centre-Nord avec Yacouba Gamene et Olopoda. Novembre et ces chaudes journées. Ici, dans la région du Centre-Nord, la verdure de l'hivernage a laissé place depuis à la grisaille. Les champs de mil ou de sorgho sont prêts à être récoltés, de même que les autres exploitations céréalières. Au sommet des tiges desséchées paraissent les précieux épis. C'est l'heure de la moisson. Munis de coupe-coupe, les moissonneurs mettent du cœur à l'ouvrage. Le temps est donné et pas de temps à perdre. Les vivres doivent être mis en lieu sûr. En fonction de la validité de notre spéculation et surtout conformément aux prévisions, nous récoltons en fin octobre, début novembre. Des quads comme ça, on organise les matériels pour ramasser les mines, pour aller là-bas et poser. C'est les hommes là, les jeunes là, avec les gros couteaux là, on enlève. Une corvée dans l'ambiance familiale. Ces scènes se répètent depuis la nuit des temps à la même période. Dans toute la région du Centre-Nord, comme partout d'ailleurs au Burkina Faso, la totalité de la moisson se fait toujours à la main, sans aucune mécanisation. Toute la famille est mise à contribution.
Les hommes sont chargés de couper les tiges de mil et nous les femmes de les récolter. Nous rassemblons les épis dans la charrette pour aller sécher à la maison. Il faut sécher avant de mettre dans le grenier, sinon ça peut pourrir. Nous faisons des tas de ce genre pour les rassembler en un seul lieu. Il faut soigneusement les classer pour ne pas perdre de graines dans le transport. Chaque membre a sa place dans la chaîne. Et une fois les épis coupés, ils sont transportés à pied ou en charrette pour être stockés dans des greniers. Pendant ce temps, la paille ou les tiges sont dressées en gerbe sur le champ pour parfaire le séchage à des fins utiles. Les tiges, on attache, on met en tas pour envoyer à la maison, donner les animaux pour pouvoir manger, Rien ne reste au sang. Le plus souvent, la période de récolte est considérée comme un moment d'épanouissement et de joie pour les agriculteurs. Mais pour ces producteurs du Centre-Nord que nous avons approchés, cette joie est fonction d'une bonne moisson. Et ce n'est pas le cas cette année, selon ces producteurs qui voient déjà se profiler à l'horizon des moments difficiles. La saison n'est pas bonne. Ici, nous sommes dans un bas-fond. Voilà pourquoi ça va un peu. Sinon, les champs voisins n'ont pas donné. L'année passée, si vous calculez, j'ai eu 7 tonnes ici. Mais cette année-là, moi je ne compte pas même, je vais avoir les 3 tonnes même. Nous, on a semé là. Après un mois, on a eu attaque. Très mauvaise attaque même. Après ça, si l'attaque là se commençait à finir, le plus ça manquait. Si pour l'heure, les résultats de la récolte de 2017 ne sont pas encore dévoilés, la maigreur des cultures dans certains champs permet de comprendre parfaitement l'inquiétude de ces paysans qui chaque année font des efforts dans le but de se mettre à l'abri de la faim. Et puis, c'est parti pour la campagne spéciale d'insémination artificielle dans la zone périurbaine de Ouagadougou. La dite campagne a été lancée hier samedi par le ministre des Ressources animales et halieutiques. L'insémination artificielle permet de parvenir à des croisements résistants pour une grande capacité de production laitière. Près de 3000 vaches seront inséminées chaque année dans le cadre de cette campagne. Amadou Ilboudo et Mounira Kéri. Des vaches plus robustes, plus performantes et meilleures productrices de lait, c'est l'objectif recherché à travers l'insémination artificielle. Dans la ferme de Jacques Zida à Zaktouli, le ministre en charge des ressources animales lance la campagne spéciale d'insémination artificielle dans la zone périurbaine de Ouagadougou. Cette activité consiste à inséminer chaque année 3000 bêtes, de sorte qu'à terme nous puissions avoir près de 2400 à 2500 vaches qui puissent effectivement de façon être améliorées du point de vue génétique. Les races locales produisent entre 5 et 6 litres de lait par jour. Avec l'insémination artificielle, on obtient une race métissée capable de produire une quantité journalière de lait comprise entre 15 et 20 litres. On n'a pas dit que nos races locales ne sont pas bonnes. Elles sont bonnes, mais maintenant leur production laitière est limitée. Nous avons des animaux déjà de races améliorées qui peuvent notamment nous donner une certaine quantité de lait. C'est à travers ça que nous faisons le croisement pour une adaptabilité. Cette campagne d'insémination se tient dans le cadre du projet de développement de l'élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou. L'objet du projet, c'est amener le périurbain à avoir au moins 500 fermiers comme ça, modèle, qui peuvent produire entre 15 et 20 litres par jour. Et dans le cadre du projet, il est prévu l'installation d'une usine de transformation de lait à Koubri. Après Ouagadougou, des bassins laitiers seront progressivement installés à Bobo, Fata et Dori, selon le ministre en charge des ressources animales. En attendant, le projet équipe ses partenaires en matériel d'insémination et vétérinaire pour des résultats probants.
Dans l'actualité également, vous l'avez peut-être constaté, à Ouagadougou, des voies urbaines sont actuellement en réaménagement. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un programme gouvernemental de réhabilitation des routes en état de dégradation avancée. Les travaux avancent bien et cette initiative du gouvernement est bien accueillie par les populations riveraines. On fait le constat avec Daouda Ouattara et Draman Guéné. Les machines sont en branle, les routes dégradées de Ouagadougou sont en pleine réfection. Le groupe COGEB a 4 mois pour donner un nouveau visage à l'avenue Ouari Boumedienne, la route des écoles et 2 autres voies urbaines. Il ne s'agit pas de boucher des trous, mais plutôt de poser un goudron de 5 cm sur les voies concernées. L'avenue Ouari Boumedienne, celle-là, qui commence du feu de Boissiaré jusqu'au feu de la station Total, nous avons commencé avant-hier et nous avons déjà exécuté près de 600 mètres. Et il reste 450 mètres qu'on pense pouvoir finir aujourd'hui. Une intervention de moins d'une semaine, mais qui sauve toute une avenue aux yeux des riverains. Avant, les goudrons étaient gâtés, étaient tout gâtés, et pas circulé à nous, mais maintenant ça va. Bon, c'est une bonne décision de la part du gouvernement. Ça dit vraiment, si toutes les voies abîmées, bon, ils arrivaient à trouver une solution pour ça, vraiment on trouve que bon, c'est vraiment bien. À Tampoui, les usagers de la RN numéro 2, rond-point de la jeunesse à l'ancien péage, ont déjà digéré leur calvaire. Sur les 6,5 km de route, plus de la moitié est déjà achevée et ouverte à la circulation. Pour circuler, c'est bien maintenant. Pour arriver cette fois, c'est bien. Sinon, s'il fait nuit et puis il n'y a pas de lumière, il y a des gens qui blessent sur la route ici. Maintenant, là, c'est devenu lisse, les gens en roulent, il n'y a pas de problème. Comme ça, même nous, encourage les États là, de faire comme ça. Il y a beaucoup de routes à côté droite là, 3 ou 4 comme ça, qui veut qu'on en a. Juste quelques petits travaux et l'entreprise Globex Construction aura rempli sa mission ici sur la RN numéro 2. Un tronçon de 13 km l'attend encore sur la RN numéro 6, route de Saponi pour les mêmes travaux. Voilà, ce genre d'initiative est fortement attendu à Mansilla, une commune rurale de la région du Sahel qui souffre d'un manque d'infrastructures routières. La situation est aggravée en période d'hivernage où cette commune est isolée par des cours d'eau. Malgré tout, la commune de Mansilla tente de faire face aux défis de son développement. Les conditions de vie et de travail à Mansilla, c'est dans ce reportage signé Yamba Nakoulma et Jérôme Tendano. Commune rurale de Mansilla, l'une des 26 collectivités territoriales qui comptent la région du Sahel. Dans sa quête du développement, Mansilla voit ses marges de manœuvre réduites du fait de son enclavement. Pour exécuter nos plans, nous travaillons 6 mois dans l'année parce que la commune est inaccessible, est totalement enclavée. Donc, dès le mois de fin mai, début juin, la commune est fermée. Même si on attribue un marché, aucun entrepreneur ne peut accéder à la commune. Au centre de santé et de promotion sociale CSPS de Mansilla, 1263 accouchements ont été enregistrés au cours de l'année 2016, avec des cas de complications évacués dans des conditions difficiles. L'année passée, on a eu une femme. Une femme, elle a rompu son utérus. Ouais. Elle a rompu son utérus. Ça veut dire que l'enfant, là où il devrait être là, voilà, n'a pas pu passer. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas accoucher. En temps, sa lose là s'est déchirée, l'enfant est replongé dans les intestins. Donc en ce moment, c'est quoi? La femme, elle ne fait que se vider de son sang. Alors on a tricyclé dehors là. On a mis la femme dans ça, amené à la main, plonger, mettre le tricycle là dans la pirogue, et puis bon. C'est comme ça on a pu traverser, parce que si c'était s'arrêter, elle ne pouvait pas arriver. Ouais. On a fait traverser le tricycle, on l'a amené, bon, malheureusement. Avec la fin des pluies, Mansilla est de nouveau accessible, mais non sans difficulté. La population, elle, s'en remet au pouvoir public. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Nous avons connu la souffrance.
Nous nous sommes beaucoup promenés, mais nous n'avons rien vu de comparable à Mansilla en matière d'enclavement. Voilà, et on espère un changement de cette situation à Mansilla. Toutes nos excuses donc pour ce reportage qui finit en queue de poisson. Et de la région du Sahel, nous mettons le cap sur la région du centre-ouest et précisément au village de Pitmouaga qui dispose désormais d'un collège d'enseignement général. La réalisation de cette infrastructure a été possible grâce à l'engagement de l'amicale des cadres de Pitmouaga. L'inauguration du collège est intervenue hier et au cours de la cérémonie, des pionniers dans le domaine de l'enseignement ont reçu des distinctions honorifiques. Le reportage de Kwale Nebié et Ismaël Zoulouma Sirima. 8 salles de classe, des latrines, un bâtiment administratif, tous mis à la disposition de la circonscription d'éducation de Pitmouaga. L'œuvre est de l'amicale des cadres de Pitmouaga qui a bénéficié partiellement de l'aide du gouvernement. Ils entendent par ce geste apporter leur appui dans l'encadrement des élèves de ce village. L'éducation, c'est pour nous tous. Et ce que chacun peut faire pour favoriser cette éducation-là, il ne faut pas qu'il hésite. Je crois que c'est un sentiment de fierté d'abord. Et il se passe ici à Pitmouaga quelque chose que nous avons tous intérêt de copier, sans retenue, de bonne volonté, à des questions préoccupantes du village. Les écoles d'abord, les forages, aujourd'hui le CG. Je pense que de Pitmouaga, on peut dire que c'est un exemple à suivre. Les bénéficiaires remercient les donateurs et leur promettent de bons pourcentages de réussite en fin d'année scolaire. Bon, faut dire que c'est un sentiment de joie parce que les plus hautes autorités ont pensé à nous pour cette inauguration de ce CG-là. La joie ne peut être que grande et nous disons vraiment merci à toutes ces autorités-là pour tout ce matériel mis à notre disposition. C'était également le lieu de décorer 6 pionniers dans le domaine de l'enseignement pour les efforts consentis. Ce collège d'enseignement général qui vient de s'ouvrir officiellement enregistre 512 élèves pour cette année scolaire 2017-2018. Retour à Ouagadougou pour parler de diplomatie. Le vendredi dernier, l'ambassade d'Algérie au Burkina Faso a célébré le 63e anniversaire de la libération de l'Algérie. À cette occasion, l'ambassadeur algérien a convié ses compatriotes et les amis de son pays à un dîner gala. Plusieurs personnalités burkinabées sont allées communier avec la communauté algérienne vivant au Burkina Faso. On voit cela avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafandou. 1954-2017, cela fait 63 ans que le peuple algérien libéré jouit de la plénitude de ses droits. Pour l'occasion, l'ambassadeur d'Algérie au Burkina Faso le commémore avec ses proches, c'est au cours d'un dîner gala. Un événement qu'il juge historique et privilégié de l'année pour un recueillement national à la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice. Aujourd'hui, nous commémorons le 63e anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale. C'est une lutte de libération nationale menée par le peuple algérien qui a consenti de lourds sacrifices humains et matériels pour obtenir son indépendance et vivre libre et indépendant et construire son État. C'est pour cela que c'est une date fondatrice de l'État algérien, le 1er novembre 1954. C'est également le lieu pour l'ambassadeur de renforcer les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Burkina Faso, qui pour lui sont liés par une amitié traditionnelle. Pendant de longues années, une coopération très fructueuse. Et il y a beaucoup de secteurs qui sont porteurs de coopération, comme la formation, les ressources en eau, l'énergie, la coopération technique, scientifique et technique, secteurs dans lesquels l'Algérie a acquis une grande expérience et qui voudrait véritablement lancer un partenariat avec le Burkina Faso dans ce domaine. Tous confrontés au problème du terrorisme, les deux pays partagent les mêmes idéaux de paix et de stabilité. Le développement économique et social des peuples africains est également un combat commun au sein de l'Union africaine.
Dans la suite de ce journal, nous prenons la direction de Dori dans la région du Sahel pour parler de promotion de l'artisanat. On le sait, ce secteur occupe une place non négligeable dans le développement socio-économique du Burkina Faso. Et c'est la conviction qui a amené le ministère en charge du commerce à initier les journées promotionnelles de l'artisanat du Sahel. Le reportage de Bouré Makane et Seydouson. Coupure du ruban, voici ouvertes les journées promotionnelles de l'artisanat du Sahel. Pendant 3 jours, 150 exposants feront découvrir aux visiteurs l'excellence de leur savoir-faire dans les filières de cuir de peau, du textile et de l'agroalimentaire. À cette première journée, pas encore de grande affluence, mais 7 exposantes venues de Gorom Gorom espèrent faire de bonnes affaires. C'est un petit sac de voyage. Donc lui, il est à 7500. Et ça là, c'est un sac que j'ai fait. En même temps, j'ai mis les traditionnels. Parce qu'il faut un peu changer le travail, quoi. L'artisanat est la 3e activité socio-économique au Sahel, après l'élevage et l'agriculture. Mais cette activité fait face à de nombreuses difficultés. Ces difficultés sont entre autres le manque de financement, le problème de formation et d'écoulement des produits artisanaux. Et selon les artisans, ce secteur mérite une attention particulière de leur ministère de tutelle. L'artisanat est soutenu en ce moment-là parce que, comme vous n'êtes pas sans ignorer, ça fait partie de l'axe 3 du plan national de développement économique et social et nous devrons faire la promotion de l'artisanat. Nous sommes en train donc de renforcer leurs capacités et on est en train de simplifier aussi leurs possibilités d'obtention de facilités bancaires. Et également, on est en train de mettre en place un certain nombre de projets structurants à leur profit. Ces journées promotionnelles de l'artisanat du Sahel s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'artisanat au Burkina Faso. Un projet qui bénéficie de l'appui de la coopération autrichienne. Il entend contribuer à l'amélioration des revenus d'environ 2000 artisans et artisanes d'ici 2018. Faso Academy 2017, l'acte le plus attendu par les lauréats de cette compétition, est intervenu vendredi dernier. Ces lauréats sont entrés en possession de leur lot, des lots divers en nature et en espèces. Ils sont 5 heureux bénéficiaires à recevoir ce qui leur était promis par la RTB, organisatrice de l'émission Faso Academy. On voit cela avec Césaire Carfo et Ismaël Diloma Sirima. 3 millions de francs CFA, une moto Rato, une production discographique. Tels sont entre autres les lots que remporte Déborah Zapsonré, lauréate de la 11e édition de Faso Academy. Tout comme elle, Théodore Kiemtore, Elisa Baliza, Dieudonné Bandé et Jonathan Ouedraogo sont rentrés en possession de leur lot. En cette cérémonie de remise des prix, les donateurs ont une fois de plus laissé parler leur cœur. C'est un sentiment de fierté. Parce que Faso Academy, ça fait plus de 10 ans que nous organisons cette émission. Et on se rend compte que de plus en plus, c'est un engouement pour les jeunes. Et nous sommes fiers de pouvoir accompagner des jeunes qu'on révèle au public. Et cette année encore, je crois qu'ils étaient là au rendez-vous. Ils étaient tous bons. Cette soirée a connu la participation de nombreux partenaires qui ont fait les éloges de cette 11e édition de Faso Academy. Il faut dire que le niveau était très élevé. Nous avons été présents sur toutes les étapes. Nous avons permis à nos clients et à nos partenaires de vivre à travers notre page Facebook cette compétition qui est de très haut niveau et qui est apprécié par tous. Nous avons aussi permis à ceux qui ne pouvaient pas participer directement de voter les candidats et nous avons offert le prix du public à Déborah par la moto Rato que vous avez vu tout à l'heure. Moi je suis très contente, très contente. Je n'ai rien à dire quoi, seulement les remerciements à Dieu et à tous ceux qui m'ont soutenu, au jury et tout le monde. Ce sont des lauréats visiblement heureux qui repartent chez eux les mains chargées de cadeaux. Ils projettent à présent de tenter leur chance pour les compétitions internationales.
Parlons à présent de culture dans ce journal avec cette question: que devient le conte, jadis utilisé dans l'éducation de l'enfant? À cette question, beaucoup estiment que le conte est en train de disparaître progressivement dans la société burkinabé. Heureusement que des initiatives naissent pour valoriser et sauver les contes considérés comme un patrimoine mondial culturel. Et dans la région de l'Est, des artistes conteurs se sont lancés dans ce genre d'initiative. Nous les découvrons avec Seydou Nikiema et Mamadi Ouedraogo. Assis sur des nattes et des tabourets autour du feu, des enfants et des adultes assistent à un spectacle de contes lunaires. Nous sommes à la cour du chef coutumier de Pama dans la province de la Kompienga. À travers cette mise en scène, les artistes conteurs révèlent des valeurs fondamentales de l'éducation traditionnelle à la génération actuelle. J'ai parlé de l'hypocrisie des femmes qui trompent leur mari juste pour ressembler aux autres femmes issues des familles riches. C'est pour interpeller les jeunes filles sur les enjeux de l'infidélité et de l'adultère. Les leçons de morale et les valeurs du respect captent l'attention de l'auditoire dans ce spectacle riche en enseignements. Ce qui m'a plu, c'est celui qui a raconté l'histoire d'un chat qui veut posséder le même pouvoir que le lion. Sauf qu'il a échoué au fil du temps, car les deux animaux ne sont pas pareils. Jadis utilisé comme moyen d'éducation des enfants dans la société traditionnelle, ces pratiques ancestrales viennent aujourd'hui en appui du processus de l'école moderne. Avant, vous allez voir les femmes qui comptent, les anciens comptent, pendant que les vieux sont dans l'antichambre, ils font la géomatie, pendant que dans la cour, on fait les comptes. Si les gens écoutent beaucoup les contes, je crois qu'on va éviter même l'incivisme. Si les jeunes ont compris que les hommes ne sont pas égaux, les gens vont éviter l'incivisme. Mais bon, les contes, ça a commencé à disparaître. Pourtant, des actions sont entreprises en vue de promouvoir et de valoriser cette culture africaine. Nous travaillons à sauvegarder, certes, mais aussi à professionnaliser nos acteurs. Nous avons ce que nous appelons le Grand Prix national du conte. Et à travers ce mécanisme, on révèle des conteurs qui sont primés et une promotion est faite autour de ces œuvres. Les canons ont véritablement changé. Nous avons une jeunesse qui de plus en plus devient urbaine et qui utilise les nouveaux moyens de communication. Il s'agirait de voir dans notre répertoire quelques conteurs qu'il y a dans la région de l'Est, avec qui se retrouvent sur ces radios-là pour les contes, ce que la jeune génération puisse puiser dans leur savoir. La revalorisation de ce patrimoine permettra à la génération actuelle d'acquérir ses repères culturels. On revient à Ouagadougou pour parler de littérature cette fois avec la nouvelle œuvre de Christophe Konkobo, homme de théâtre et enseignant-chercheur. Il vient de publier un ouvrage intitulé « La pratique du théâtre moderne au Burkina Faso ». C'est un ouvrage qui dépeint l'univers du théâtre dans toutes ses facettes. La cérémonie de dédicace est intervenue hier en présence de nos reporters Rasmani Zoundi et Aruna Amari. Entre ces pages, le fruit de 12 ans de recherche sur la pratique du théâtre moderne au Burkina Faso. C'est une publication de Christophe Konkobo. L'ouvrage dédicacé s'assimile à un cours d'histoire sur le théâtre burkinabé depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Pour remonter le cours de l'histoire, Christophe Konkobo a fondé ses recherches sur les grandes figures du théâtre burkinabé comme Lompolo Koné, Sotigui Kouyaté, Prosper Compaoré, Jean-Pierre Guingané. Les centres de création artistique tels la compagnie Ferène d'Amadou Bourou ainsi que les grands rendez-vous culturels relatifs à cet art vivant sont évoqués dans cette œuvre de 351 pages. C'est une activité qui est très dynamique, mais qui n'est animée que par des gens passionnés qui parfois, au risque de ne pas pouvoir se construire une vie sociale et économique, s'y adonnent. Pour le parrain, les comédiens et les hommes de culture, cette publication permet de maintenir en vie la mémoire du théâtre burkinabé. Je voudrais féliciter Christophe Konkobo. Il y a besoin dans les différents domaines de l'art de notre pays que nous ayons des éléments de référence.
pour qu'on n'ait pas l'impression que rien ne se fait ou que rien n'a été fait. Christophe Konkobo est spécialiste du théâtre et ancien chercheur sur le théâtre africain moderne. L'homme est aussi titulaire d'un PhD en études francophones obtenu aux États-Unis. Un mot de l'actualité à l'étranger pour terminer ce journal. Le président zambien ne cache pas son intention de briguer un nouveau mandat en 2021. Cette ambition d'Edgar Lungu est un sujet à controverse en Zambie où la loi fondamentale prévoit 2 mandats de 5 ans. Le président zambien prévient la justice qui pourrait s'opposer à sa volonté de briguer un autre mandat. Edgar Lungu, le président zambien, goûte peu à la mode des décisions de justice qui modifient l'agenda politique en Afrique. Il a mis en garde les juges de la Cour constitutionnelle qui penseraient être en mesure de l'empêcher de briguer un nouveau mandat. Devant ses partisans jeudi dernier, le président zambien a indiqué que les juges pourraient plonger le pays dans le chaos s'ils prenaient des décisions aventureuses, ont rapporté les médias d'État. Alors qu'Edgar Lungu est dans le viseur de ses opposants qui l'accusent de vouloir se présenter un 3e mandat, le chef de l'État fait valoir que son premier mandat n'était qu'un intérim. Les attaques de M. Lungu contre les juges de la Cour constitutionnelle font craindre une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice. C'est alarmé le barreau de Zambie qui a demandé au président de retirer ses menaces. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur la RTB, c'est à 22h30 avec Sanoua Christine Koulibaly. Merci de votre fidélité et à très bientôt.